Vers 1994 ou 1995, le Zo Pound est devenu officiellement reconnu comme un gang de tueurs. Jean quitte le Zo Pound, convaincu que l'objectif principal du groupe n'est plus de gagner de l'argent, mais de commettre des meurtres. Il croit que ce n'est pas la rébellion qui a entraîné ce changement, mais l'intérêt de plus en plus prononcé du gang pour le trafic de stupéfiants. On est passé de la marijuana à des mélanges de drogue. À cette époque, on appelait ça bunk. En 1997, la méthode de prédilection du Zo Pound pour obtenir de la drogue consiste à pirater les navires qui font la contrebande de la cocaïne colombienne. Les Colombiens ont commencé à établir un centre d'activité en Haïti parce qu'ils avaient ainsi une occasion de faire passer leurs marchandises aux États-Unis en utilisant des navires haïtiens. Le fleuve Miami, avec ses kilomètres de cours d'eau sinueux et ses nombreux docks disponibles, est un endroit de choix pour les contrebandiers. C'était facile. Ils arrivaient, ils déchargeaient et tout le monde était content. Cette situation offre aussi des cibles faciles aux Zo Pound. Les membres d'équipage qui s'opposent aux pirates sont battus, torturés et parfois tués. Des gens ont perdu des oreilles, des doigts et d'autres parties de leur corps parce qu'on voulait obtenir certains renseignements. Dans la rue, le Zo Pound a la réputation d'être un gang violent, même pour les membres de gangs les plus aguerris. Je n'ai rencontré aucun groupe qui ne les craignait pas. Il m'arrive de taquiner des gangs latinos. Pourquoi ne vous installez-vous pas là-bas? Ils me regardent. Êtes-vous cinglés? Ces Haïtiens vont nous tuer. Un gang haïtien, le Street Action Posse, ou SAP, tente de défier le Zo Pound et paie très cher son audace. Un petit oiseau est venu nous dire qu'il se préparait à nous tuer. Ils sont venus et ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Le 8 février 1996, le SAP lance son attaque contre le Zo Pound. Ils voulaient tendre une embuscade aux Zo Pound, mais le Zo Pound a eu vent de leur projet. Il a lui-même tendu une embuscade et attendu que les gars du SAP fassent leur apparition. Ils n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de tenter de s'en prendre à ceux qui travaillaient sérieusement et gagnaient beaucoup d'argent. Ils voulaient en avoir une partie. Lorsque les membres du SAP arrivent dans le quartier du Zo Pound, à l'angle de la 56e rue et de Miami Place, un violent affrontement se produit. Ils ont tiré sur certains de mes potes. On a répliqué, on leur a tiré dessus. Rovington Roll, âgé de 22 ans, est un des membres du SAP. Il saute hors de la voiture pour être en meilleure position et fait face à une pluie de balles du Zo Pound. Le conducteur est resté aussi longtemps qu'il a pu. Il a redémarré alors que le gars tentait de revenir dans la voiture. C'était pas beau à voir. Il est mort avec son arme à cet endroit. Ils l'ont atteint plus de 130 fois. Il y avait environ 200 douilles vides là-bas. Il était devenu... la chair à pâté. Les membres du SAP laissent Roll mourir dans la rue. Ils l'ont tout simplement laissé derrière eux. Personne n'est resté pour lui porter secours. Le service de police de Miami reçoit une information selon laquelle un des leaders du Zo Pound, Makazo, pourrait être celui qui a tiré les coups fatals. Un individu m'a dit que c'était effectivement Makazo qui avait tué M. Roll alors qu'il tentait de fuir. Mais ça n'a jamais été confirmé. Aucun membre du Zo Pound, y compris Makazo, ne sera jamais accusé en lien avec la mort de Roll. La raison? Ils étaient un groupe, un gang violent. Mais dans ce cas particulier, on leur avait tendu une embuscade. Le Zo Pound maintient son emprise sur Miami. Il n'y avait aucun problème, car on éliminait le problème dès qu'il apparaissait. Miami en 1996. Le Zo Pound, le gang haïtien le plus secret et le plus violent de la ville,
mène ses opérations depuis son quartier général situé sur la 56e rue, le 5-6. Quand on veut venir au 5-6, il faut ouvrir la fenêtre de la voiture et s'identifier. Sinon, on se fait tirer dessus. Et il n'y a pas de deuxième chance. On se fait tirer la première fois. Zoe Pound ne se préoccupe pas de l'endroit où se produisent les fusillades, ni des gens qui pourraient être tués. Un incident notoire s'est produit près d'une piscine de North Miami Beach. Il y avait une 60aine d'enfants de 7 ans qui suivaient un cours de natation dans la piscine et les balles leur sifflaient au-dessus de la tête. Après l'affrontement, il restait quelque chose comme 64 balles sur place. Certains membres du Zoe Pound nient publiquement faire partie d'un gang, affirmant que les policiers leur attribuent un qualificatif qui ne leur convient pas. Ils ont étiqueté le groupe comme étant un gang. Mais ce n'était pas le but de ce mouvement. Notre but était de défendre nos semblables, de leur ouvrir la voie. Le Zoe Pound a toujours refusé d'adopter le comportement traditionnel d'un gang. On ne croit pas à tous ces signes que font les gangs. C'est débile. Il n'est pas question que les nouveaux membres reçoivent une raclée, ni qu'ils aient des tatouages obligatoires. Ils n'ont pas les couronnes, les fourches, les lapins et les coupes de champagne. Ils ne font pas ça. Les seules couleurs qu'ils portent sont celles d'Haïti. On n'a pas de couleur. Plusieurs amis aiment montrer le drapeau haïtien qui représente leur pays. Voici ce qu'on représente. Tout est là. C'est écrit « L'union fait la force ». Quand on s'unit, quand on clique, on devient puissant. Le Zoe Pound dit que ce qui tient le mouvement ensemble, c'est le lien spécial qui existe entre ses membres. Certains ont plus de pouvoir que d'autres, mais il n'y a aucun leader unique. C'est l'unité, la famille. Il n'y a pas de patron. Chacun est son propre patron. Chacun fait sa part. Dans le Zoe Pound, tout ce qui importe, c'est de travailler si on veut être reconnu. Les nouveaux qui arrivent veulent travailler. Tout le monde veut travailler et avoir de l'argent. Mais si on est loyal et qu'on s'engage à fond, on accède à différents niveaux. La loyauté et l'engagement se traduisent souvent par des crimes de violence inhabituels. Une des méthodes de revanche préférées du gang consiste à tirer des coups de feu d'une voiture en marche. Ils appellent cela se promener. Ils se lancent à la recherche de personnes qu'ils pourraient tuer. Ils se promènent en voiture jusqu'à ce qu'ils trouvent les personnes qu'ils veulent tuer. Si vous me tirez dessus, je vais aussi tirer. N'allez pas croire que je vais débarquer avec un couteau. Les coups de feu tirés de voitures en marche par le Zoe Pound laissent sur place une grande quantité de douilles vides, visant à impressionner autant qu'à tuer. On s'était tiré dessus toute la journée. J'ai vu la police ramasser des douilles de balles. Pas un seau, pas 2 seaux. 3 seaux remplis avec rien d'autre que des douilles vides. Tout le monde, y compris le conducteur, a une arme à feu. Tout le monde doit tirer et vider son chargeur. Comme ça, tout le monde est coupable. Le gang possède une énorme cache d'armes automatiques, incluant des hachoirs. Ils appellent ça des hachoirs parce que tout ce qui se trouve devant l'arme est déchiqueté. Cette arme est le summum de la puissance. Elle fait beaucoup de dégâts. C'est leur arme de prédilection. Le Zoe Pound ne fait pas que tirer sur ses ennemis ou d'autres victimes. La torture est souvent plus efficace. Ils ont appris que la violence est un moyen de contrôler les gens. Si vous avez très peur de moi, j'obtiendrai tout ce que je veux. Le Zoe Pound trouve de nouvelles façons terrifiantes d'utiliser des articles ménagers. Les gens qui étaient avec moi ont branché le fer. Si t'es froissé, on va te repasser. Vous voyez? Ils prennent le fer à repasser, ils le font chauffer et ils l'utilisent. Ils s'en servent sur les filles et les enfants des gens. Ils les torturent pour que leur mère leur donne des informations. Ils torturent la maman, le papa. Ils torturent des enfants pour obliger leurs parents à parler. Même une simple cuillère à thé peut devenir un instrument de torture. On n'avait pas de fer, alors on a dû utiliser une cuillère et la mettre sur la cuisinière. On sent d'abord une odeur de roussi.
Puis on sent comme une odeur de viande cuite. Croyez-moi, j'ai vu des vrais tueurs sortir en courant de la pièce parce qu'ils ne voulaient pas participer à ce genre de choses. Ces gangsters ne craignent aucunement le service de police. Ils se disent, vous allez me faire emprisonner? Et alors? Même la menace de la peine de mort ne signifie rien pour eux. Leur mentalité, c'est, si je tue quelqu'un, l'État peut me tuer. Si je tue quelqu'un et que je tue ensuite 14 autres personnes, qu'est-ce que l'État pourra me faire de plus? Il peut me tuer seulement une fois. Zo Pound ne craint qu'une chose, le mystérieux pouvoir du vaudou. Le vaudou, qui est d'origine africaine, est très pratiqué par les Haïtiens. Le vaudou est une religion. Et aussi une tradition, une façon de vivre, une vie sociale. Les rites du culte vaudou engendrent souvent encore plus de violence. Les gens vendent leur âme. Une mère qui est sans le sou vend son âme quand elle va voir le sorcier ou la dame vaudou. Mais les gens doivent apporter un sacrifice, comme un enfant ou autre chose. On vend son âme et l'âme de quelqu'un d'autre. Plusieurs membres du Zo Pound croient que cela les protège pendant les affrontements entre gangs. Mon ami était dans l'auto et quelqu'un est arrivé et a tiré 10 fois sur la voiture. Il m'a montré une petite égratignure. Il a dit que la balle lui avait traversé le corps, mais que le vaudou l'avait protégé. Si on croit en quelque chose, qu'on commet un meurtre et qu'on ne se fait pas prendre, on pense que ça fonctionne, n'est-ce pas? Les membres du gang consultent souvent des prêtresses du vaudou avant de commettre leurs crimes. Ils leur disent, je vais aller tuer quelqu'un et j'ai besoin que les esprits me protègent. Elles leur bricolent ou leur dessinent quelque chose en leur demandant 1000, 2000 ou 3000 $ pour ces objets en disant « Il va vous protéger ». Les policiers constatent parfois que le pouvoir exercé par le vaudou les favorise. On interrogeait un jeune homme au sujet d'un homicide. Il refusait d'avouer et de nous parler. Sa mère est alors entrée, elle était prêtresse du vaudou. Elle est arrivée avec une bague ornée d'un gigantesque rubis. Ils ont commencé à le frotter en récitant une prière et elle a dit « Ils ne peuvent pas te toucher. Dis-leur ce qui est arrivé. » Il nous a fait des aveux complets. Nul besoin d'ajouter qu'il est en prison. Il a été reconnu coupable, ça n'a pas fonctionné pour lui. En fin de compte, les membres du Zo Pound respectent la seule chose qu'ils croient plus puissante qu'eux. Je n'y crois pas nécessairement. Mais je ne touche pas à ce genre de choses. Point final. On ne plaisante pas avec ça. Miami en Floride en 1997. Le Zo Pound, le gang haïtien le plus puissant et le plus brutal de la ville, a mis au point une façon unique d'amasser de l'argent en piratant des navires amarrés le long du fleuve Miami. Ils leur tombent dessus comme des pirates. Même s'ils sont venus par voie terrestre, ce sont des pirates. C'est le genre de scène qu'on pourrait voir dans un film de Chuck Norris. Les bateaux transportent souvent dans leur coque des drogues illégales qui valent des millions de dollars. Les membres de gangs qui sont en Haïti refilent le tuyau à leurs collègues de Miami. L'information arrivait et il ne restait plus qu'à connaître le nom du bateau. Ensuite, on attendait simplement que les douaniers aient terminé leur travail. Sur un certain bateau, ils ont pris environ 300 kilos. Ça a été un très gros leak. La valeur de revente de ces cargaisons atteint souvent 7 chiffres. Des millions de dollars. On peut s'éveiller le matin avec 5 $ dans sa poche et se coucher le soir avec 2 ou 3 millions de dollars, peut-être plus. C'est le genre de résultat qu'espère obtenir le Zo Pound en tendant une embuscade à l'Arche de Noé le 5 mars. Six membres du Zo Pound, très bien préparés selon Kenny Kay, pénètrent par effraction dans le navire. Quelques-uns de mes amis se sont poliment invités à bord. Ils avaient des chalumeaux. Avant d'utiliser les chalumeaux pour trouver la drogue cachée dans la coque du navire,
les membres du Zoo Pound volent et battent brutalement l'équipage. Dans le chaos qui s'ensuit, le capitaine saute par-dessus bord. Il nage jusqu'au rivage et appelle la police. La police est venue et quelques-uns de mes copains ont été arrêtés. On les avait aux infos. On les accusait d'être des pirates. Le service de police de Miami réussit une grosse prise ce soir-là. Un des hommes qui l'arrête est un des leaders du Zoo Pound, Makazo. Il a été arrêté alors qu'il fuyait. Il a écopé de plusieurs accusations à la suite de ce braquage de navire. Makazo est accusé de vol avec effraction, de vol à main armée et d'utilisation d'une arme meurtrière. Mais même si Makazo est en prison, la terreur se poursuit sur les docks. Ces gars étaient violents. Ils ne faisaient de faveur à personne. La seule chose qu'ils avaient à offrir, c'était des coups de feu. Le 14 juillet 1997. Des pirates attaquent le bâtiment de transport Vanderpool Express à un dock situé sur la 30e avenue Nord-Ouest. Les policiers de Miami trouvent les cadavres de 4 membres d'équipage sur les lieux. Un 5e homme est trouvé vivant, mais du sang s'échappe de sa gorge tranchée. Il mourra plus tard à l'hôpital. Ça a été un homicide horrible à bord du Vanderpool Express. Les autorités de Miami soupçonnent immédiatement le Zoo Pound. Mais il n'y a pas assez de preuves pour lier le gang à ces meurtres. Et il n'y a aucun témoin. Le Zoo Pound devient encore plus audacieux dans ses vols de drogue. Il entreprend une série de braquages de domicile. On a supposé que la drogue provenant des bateaux était cachée dans certaines maisons et que les braquages se produisaient à ce moment-là. Le gang est informé des maisons où il y a de la drogue et de l'argent. Un Haitian en Haïti est informé qu'une personne débarquait aux États-Unis avec de l'argent. Il communiquait avec son contact au sein du gang haïtien américain et ils organisaient un braquage de domicile. Normalement, ils ne vont pas chez n'importe qui. La plupart de leurs braquages de domicile ne se font pas au hasard. Les cibles sont déterminées d'avance. Ce membre du Zoo Filé dans la voiture à pisser dans un contenant de plastique. Seulement pour avoir son argent. Les braquages de domicile du Zoo Pound sont expéditifs, terrifiants et comportent généralement de la torture. Ils enfoncent la porte et prennent tout le monde en otage. S'il y a des gens qui dorment, ils les réveillent, les ligotent et coupent les fils du téléphone. Ils les amènent ensuite dans des pièces séparées et demandent à chacun où se trouve ce qu'il cherche. Les informations données aux gangs ne sont pas toujours exactes, mais elles sont utilisées dans le sang et la violence, et les victimes n'ont droit à aucune pitié. Ils vont dans une maison pour un braquage de domicile, torturent les gens et commettent même parfois un homicide, alors que ces gens sont innocents, ils n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Une de ces victimes innocentes est un père de famille de 45 ans, nommé Fred Benoit. Le 22 décembre 1998, le service de police de Miami est appelé à son domicile. Au milieu de la nuit, ils ont coupé les fils téléphoniques, sont entrés de force dans sa maison et l'ont abattu. La fille adolescente de la victime s'est cachée avec son jeune frère dans une autre pièce pendant que les intrus saccageaient la maison. À l'arrivée des policiers, les hommes prennent la fuite, bredouillent. Selon les informations que j'ai reçues, la victime n'était impliquée dans aucune activité illégale. C'était un bon travailleur qui assurait la subsistance de sa famille. Encore une fois, les policiers soupçonnent que cette agression est l'œuvre du Zoo Pound. Personne parmi mes connaissances n'a fait ce genre de choses à qui que ce soit. Au cours de leurs enquêtes, les policiers se heurtent à un autre obstacle. Personne dans la communauté n'accepte de parler. Les seules fois où de tels incidents sont rapportés, c'est lorsque quelqu'un est touché ou qu'un voisin appelle. Et dans certains quartiers, les voisins n'appellent pas. En 1999, frustré des agissements du Zoo Pound, le service de police de Miami demande au FBI de l'aider à organiser une série d'achats surveillés.
On a commencé à élaborer des scénarios de braquage de domicile. On installait des maisons remplies d'armes, de cocaïne et d'argent. Le piège fonctionne. Mais un membre important du groupe leur échappe. Seulement un mois après son arrestation pour l'attaque de l'Arche de Noé, Makazo est libéré de prison lorsqu'un juge rejette le dossier. Le leader du Zopound est de retour dans la rue. Nos avocats ont fait ce qu'ils avaient à faire. Miami, 2001. Après des années de meurtres insensés et de braquages de domicile, une force d'intervention dirigée par le FBI tend des pièges aux membres du Zopound et commence à faire emprisonner certains des membres de gangs les plus violents de la ville. Les autorités fédérales, de l'État et locales sont impliquées dans des activités d'infiltration dans le cadre de l'opération Riverwalk. Le but est de mettre un terme aux crimes violents attribués aux Zopound. Ils ont littéralement mis fin au trafic de la drogue sur le fleuve Miami. Selon les autorités, le Zopound évite de se faire remarquer, pour le moment. Personnellement, je ne crois pas qu'ici, à Miami, le Zopound continue à être impliqué dans quelconque activité. Du moins, rien de notoire. Certains anciens membres comme Blind et Red Eyes se souviennent de l'époque plus audacieuse du gang. À n'importe quel moment, dans la petite Haïti, on pouvait trouver quelqu'un mort au coin de la rue. Il arrivait qu'on retrouve une voiture remplie de morts. Ça se passait dans ce quartier. Vous ne pouvez pas imaginer à quoi ça ressemblait. D'ici au coin de la rue, il y avait plein de belles Chevy repeintes. On était la police ici. On représentait la loi. Aujourd'hui, les policiers de Miami sont présents dans les secteurs à risque comme la petite Haïti. On va dans les pires quartiers de gangs qu'on connaît et on parcourt les rues. La drogue et les armes à feu sont encore très présentes à Miami. On est dans la petite Haïti, non loin de la 58e et de Northeast Second Court. La ville a reçu une information selon laquelle il y a ici une piquerie et des AK-47. Les policiers n'hésitent pas à arrêter des membres de gangs suspects sur le territoire du Zopound. Il y avait un véhicule de l'autre côté de la rue avec quelqu'un qui se tenait à l'extérieur et deux près de la maison. Ils les ont arrêtés et quand ils les ont fouillés, ils ont trouvé de la cocaïne et de la marijuana. Voici ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. 2 petits sacs de cocaïne et un peu de résidus de marijuana. Depuis que le Zopound se fait plus discret, l'activité criminelle semble avoir diminué dans la petite Haïti. Bienvenue à Miami. Mon gars s'est fait demander d'ôter ses souliers. Quand il l'a fait, on a remarqué qu'il y avait quelque chose dans ses souliers. Ça doit être pour ça qu'il saute si haut et court aussi vite. C'est à cause de ses souliers. Ce type d'application offensive de la loi diminue peut-être la domination du Zopound à Miami. Mais cela ne veut pas dire que le gang n'est plus une menace. On soupçonne qu'il continue à importer et à exporter des stupéfiants comme il l'a toujours fait. Le Zopound se propage à l'extérieur de Miami, dans d'autres régions de la Floride, et même au-delà. Ils se sont déplacés généralement vers le nord. Il nous faut garder l'œil et l'oreille ouverts au cas où ils recommenceraient à se mobiliser et à revenir en ville. Mickey Mouse n'est plus en sécurité. Ils sont rendus à Orlando. Ces gars-là se font arrêter en Géorgie, en Alabama, à New York. Ils vont là où les affaires les mènent. Les fondateurs du gang disent que le Zopound s'intéresse aussi à des objectifs plus légitimes, entre autres à la musique. Je vais lancer un nouvel album bientôt. J'ai hâte. Red Eyes fait maintenant carrière comme rappeur. Il a enregistré avec certaines des plus grandes vedettes du hip-hop, dont Lil Wayne. Blind gère une société éditrice de musique appelée Zopound Entertainment. On est maintenant dans l'industrie du spectacle. On est partout. On essaie d'être sur l'Internet, au cinéma. On fait de l'argent, du vrai, légalement. Un des leaders du Zopound, Makazo, a des problèmes avec la justice. Bien que les accusations associées au raid de l'Arche de Noé aient été abandonnées, il est de nouveau emprisonné, cette fois pour tentative de meurtre
après avoir tiré d'une voiture en marche au nord de la petite Haïti. Il a été reconnu coupable et condamné à l'emprisonnement à perpétuité 1 an plus tard. Makazo et ses avocats tentent d'obtenir la tenue d'un nouveau procès. Je vais revenir. Je ne suis pas du genre à lâcher. C'est une situation où je dois me battre. Je me bats pour ma vie. Ses camarades affirment qu'il a été piégé. Il porte des t-shirts « Libérez Makazo » en son honneur. Mac est en prison à cause de faux témoignages. Il est le membre le plus connu du Zopound, c'est pourquoi il se retrouve dans cette situation. On porte des t-shirts « Libérez Makazo » parce qu'on croit qu'il a été accusé injustement. Cet homme a joué un grand rôle dans l'industrie de la musique en essayant de faire des choses positives. Ils ont tiré son nom, c'est ainsi que fonctionne le système. Selon les membres du Zopound, ce n'est qu'un autre exemple de l'incompréhension qui entoure le groupe. Pour eux, ce nom a toujours signifié et sera toujours synonyme de fierté. Sans la rue, le Zopound n'existerait pas. Sans la musique, il n'y aurait pas du Zopound. C'est ce qui nous définit. C'est ce qui a fait de nous ce qu'on est. Des membres du Zopound. C'est notre vie, notre façon de...